Imaginez que vous jouez une partie d'échecs à l'aveugle et que votre adversaire déplace son cavalier sans vous dire quel cavalier il a bougé ni où il l'a déplacé. Maintenant, tu dois faire le bon coup, sinon tu vas te diriger droit vers un échec et mat. C'est essentiellement ce qui est arrivé aux pilotes de ce vol où une communication imprécise et des biais cognitifs les ont placés dans une situation de danger extrême. Restez avec nous. Terrain, redressé. En 1980, une compagnie aérienne relativement peu connue, appelée Inex Adria Airways, a passé commande de 3 tout nouveaux McDonnell Douglas 81, qui étaient la version modernisée par McDonnell Douglas de l'ancien DC-9. Inex Adria Airways était le transporteur aérien national de facto de ce qui était alors la République yougoslave de Slovénie, et elle le resterait après l'indépendance de la Slovénie. À l'époque, Inex Adria exploitait une flotte composée uniquement de DC-9, donc ces McDonnell Douglas 80 représentaient une évolution logique. Cela nécessiterait une formation minimale pour les pilotes déjà qualifiés sur les DC-9 de la compagnie. Et la capacité supplémentaire a donné à l'entreprise un avantage sur le marché des vols charters de vacances, qui représentait la majeure partie de ses revenus. À l'automne 1981, Inex Adria a conclu un partenariat avec une agence de voyage slovène appelée Kompas, et ils ont signé un contrat pour transporter 130 passagers lors d'un aller-retour d'une journée depuis la capitale slovène, Ljubljana, jusqu'à la ville d'Ajaccio, sur l'île méditerranéenne française de Corse. Les passagers auraient alors l'occasion de passer la journée à visiter l'île avant de rentrer chez eux le soir même. À l'origine, Inex Adria avait prévu d'utiliser l'un de ses anciens avions DC-9 pour ce voyage, mais après la livraison des nouveaux appareils, ils ont décidé de passer à l'un de ces nouveaux McDonnell Douglas 81 plus grands et de remplir les sièges supplémentaires avec leurs employés et leurs familles comme une sorte de privilège spécial. Ainsi, le 2 décembre, le jour du voyage, l'équipage et les passagers se sont rassemblés tôt le matin à l'aéroport de Brnik, à Ljubljana, et ont rapidement embarqué à bord de leur McDonnell Douglas 81 âgé de 5 mois qui n'avait accumulé que 683 heures de vol à ce moment-là. L'équipage qui allait assurer ce vol était composé de 2 pilotes, de 4 membres d'équipage de cabine et d'un mécanicien qui les accompagnerait au cas où un soutien technique serait nécessaire au cours de la journée. Le commandant de bord était un ancien pilote de l'armée de l'air yougoslave, âgé de 55 ans, qui avait accumulé plus de 12 000 heures de vol au total. Sur ce total, seulement 188 heures avaient réellement été effectuées sur la série McDonnell Douglas 80, mais il avait plus de 9 000 heures sur le DC-9, un avion très similaire, donc il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il connaissait très bien l'appareil. Le copilote, qui allait être le pilote en fonction pour le premier vol, avait 40 ans et totalisait 4 200 heures d'expérience, dont 288 sur la série McDonnell Douglas 80. Il avait appris à piloter dans un aéroclub local, puis avait piloté plusieurs avions d'aviation générale en Yougoslavie, avant de finalement rejoindre Inex Adria. Il avait ensuite été formé pour piloter le McDonnell Douglas 80 durant l'été 1980, mais comme ces nouveaux avions ne seraient livrés que près d'un an plus tard, il n'avait commencé à le piloter que récemment. Mais il avait également piloté le DC-9 entre-temps, et pendant cette période, ses instructeurs avaient salué ses performances. Donc, il s'agissait de 2 pilotes compétents, mais comme nous allons bientôt le voir, l'expérience de vol et les compétences auront très peu d'influence sur l'issue de cette histoire. Quoi qu'il en soit, l'embarquement a probablement été un peu chaotique, car, en plus des 7 membres d'équipage, il y avait également 173 passagers à bord du vol, ce qui était en fait plus que le nombre de sièges disponibles. Même après avoir installé le mécanicien dans le cockpit et quelques agents de bord hors service sur les sièges d'appoint, la seule façon de faire entrer autant de personnes dans l'avion était d'asseoir 2 enfants de moins de 13 ans par siège, ce qui n'était probablement ni très confortable ni très sûr. Or, l'un des enfants à bord était en fait le propre fils du copilote, et il a été invité à s'asseoir dans le cockpit sur le 2e strapontin, ce qui était parfaitement légal à l'époque. Quoi qu'il en soit, malgré le fait d'avoir embarqué plus de passagers que l'avion n'avait réellement de place, le poids et le centrage n'étaient pas un problème puisque c'était un aller-retour dans la journée, donc les passagers n'avaient pas de bagages. Et comme je l'ai mentionné précédemment, plusieurs d'entre eux étaient aussi des enfants. Ainsi, après avoir résolu un très léger problème électrique, les pilotes ont finalement terminé leur préparation avant vol et l'avion a décollé de Ljubljana. À 6h37 UTC opérant sous le vol JP1308 à destination d'Ajaccio. Et avant de parler du vol lui-même, voyons quelques éléments concernant la destination vers laquelle il se dirigeait désormais, car il ne s'agissait en aucun cas d'une opération de routine. L'île de Corse est presque entièrement recouverte de montagnes, qui s'élèvent abruptement hors de la mer Méditerranée.
Cela crée des conditions de vol potentiellement très turbulentes, surtout lorsque les vents sont forts et la météo a également tendance à changer très rapidement. En plus de cela, historiquement, l'infrastructure de l'aéroport d'Ajaccio n'a pas toujours été excellente. Il était situé sur la côte ouest de l'île avec une seule piste en service 0321. Et tandis que la piste 03 était équipée d'un ILS, la piste 21 ne l'était pas en raison du relief élevé dans la zone d'approche. Cela signifiait que, normalement, la seule façon d'atterrir sur la piste 21 était d'abord de suivre l'ILS de la piste 03 jusqu'au minimum de descente pour approche à vue, puis de contourner visuellement de l'autre côté si les conditions le permettaient. En plus de cela, la tour de contrôle aérien d'Ajaccio n'était pas équipée de radar. Et il y avait aussi certains aspects de la procédure d'approche qui étaient, un peu plus complexes que d'habitude, ce que j'expliquerai en détail très bientôt. Quoi qu'il en soit, en conséquence de ces lacunes, la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne, qui est un groupe regroupant plusieurs syndicats de pilotes du monde entier, avait désigné Ajaccio comme étant déficient et avait donc averti ses membres de faire preuve de prudence lorsqu'ils y volaient. Maintenant, nous ne savons pas dans quelle mesure les pilotes du vol JP1308 étaient réellement informés de ces problèmes, parce que c'était la première fois que la compagnie Inexaldi Airways opérait dans cet aéroport. Mais cela m'amène à un autre point vraiment important. Vous voyez, chaque fois que nous, les pilotes, volons vers un nouvel aéroport pour la première fois, et surtout un aéroport moins connu avec des services limités comme Ajaccio, il est très important que nous prenions le temps d'étudier en détail les procédures et les installations avant le vol. Nous faisons cela afin de savoir exactement à quoi nous attendre et pour être correctement préparés au type de manœuvre qu'on pourrait nous demander d'effectuer. Dans la plupart des cas, les services de planification de la compagnie aérienne préparent un briefing spécial que les pilotes doivent étudier. Mais si cela n'est pas bien fait, il existe de nombreuses cartes d'approche, cartes basse altitude et de la documentation Organisation de l'aviation civile internationale à consulter pour le faire nous-mêmes. Cela fait partie des responsabilités du commandant de bord, donc idéalement, rien concernant les procédures de descente, d'approche et d'atterrissage ne devrait être une surprise une fois le vol réellement commencé. Quoi qu'il en soit, nous ne connaissons pas vraiment l'étendue des préparatifs du pilote pour ce vol, parce que l'enregistreur de voix du cockpit n'a capté que les 30 dernières minutes, ce qui signifie que les briefings d'avant-vol ont été perdus. Mais il y a des raisons de croire que l'équipage n'était peut-être pas aussi préparé qu'il aurait dû l'être au début du vol, ce que nous allons très bientôt constater. Les phases de montée et de croisière de ce vol se sont déroulées sans incident notable, l'avion survolant l'Italie par un temps très agréable. Mais il se passait pas mal de choses dans le poste de pilotage car, en plus des communications de routine avec le contrôleur aérien, la porte du cockpit était également ouverte. Et le Cockpit Voice Recorder a enregistré plusieurs passagers posant au pilote diverses questions techniques sur l'avion. Ces distractions se sont ensuite poursuivies à l'approche de la destination, et les pilotes ont rapidement reçu la météo et ont commencé à discuter des rapports faisant état d'un vent arrière pour la piste 03, puisque c'était la seule piste équipée d'un ILS. Cela leur a fait soupçonner qu'ils pourraient devoir effectuer un circuit pour atterrir sur la piste 21 au lieu d'atterrir sur la piste 03. Maintenant, un circuit est une manœuvre relativement compliquée comparée à un atterrissage en ligne droite standard. Elle implique de descendre à une altitude relativement basse, puis de s'écarter soit à gauche, soit à droite, et de manœuvrer à vue pour un atterrissage depuis le côté opposé. Cela nécessite évidemment une bonne coordination de l'équipage et un respect strict des procédures et demande donc également un briefing détaillé de la part du pilote en fonction. Les seuls nuages signalés à Ajaccio étaient quelques cirrus élevés à 30 000 pieds, donc la météo était suffisamment bonne pour cette manœuvre. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, les îles montagneuses comme la Corse peuvent rapidement générer leur propre météo. Et il s'avère qu'en réalité, même si les conditions étaient annoncées comme dégagées au-dessus de l'aéroport, les montagnes à l'intérieur étaient déjà recouvertes d'un brouillard dense. À 8h30 et 1h locale, le vol 1308 a reçu l'autorisation du secteur de Rome de commencer sa descente initiale depuis le niveau de vol 330. Alors qu'ils commencèrent la descente, le commandant de bord a demandé au copilote de calculer les données d'atterrissage et une fois cela fait, le copilote a poursuivi avec son briefing d'approche où il aurait dû aborder tous les aspects de l'approche, y compris les vitesses requises, les altitudes minimales, les aides à la navigation et ainsi de suite. Je tiens à préciser ici que, idéalement, le briefing d'approche devrait être terminé avant que l'avion ne commence sa descente. Nous faisons cela afin de minimiser les effets de toute perturbation qui pourrait survenir alors que la charge de travail augmente pendant la descente.
Et cela est particulièrement important lorsque l'approche est complexe ou inconnue, et dans ce cas, nous savons que la procédure qu'ils allaient maintenant effectuer était à la fois complexe et inconnue. Donc, avant de poursuivre dans la partie critique de cette histoire, je veux d'abord que nous parcourions ensemble toute la procédure d'approche aux instruments. Ils allaient maintenant la suivre car les détails vont bientôt devenir très importants. Pour une approche ILS sur la piste 03, suivie dans ce cas d'une approche en cercle. La procédure d'approche commençait à partir d'un radiophare VOR appelé Alpha Juliette Oscar, Ajaccio, situé à 10 milles nautiques au sud de l'aéroport d'Ajaccio. Un radiophare VOR est un type d'aide à la navigation de base qui émet des signaux directionnels appelés radiales, permettant aux instruments VOR de l'avion d'afficher le relèvement magnétique depuis le VOR. Donc, si vous volez directement à l'écart du VOR sur une route de 300 degrés, alors on dirait que vous suivez la radiale sortante de 300 degrés depuis ce VOR. Et vous pouvez aussi suivre cette même radiale en direction du radiophare, mais ne compliquons pas les choses plus que nécessaire pour l'instant. Quoi qu'il en soit, l'idée était qu'après avoir atteint le VOR Alpha Juliette Oscar, l'appareil devait normalement entrer dans un circuit d'attente en forme de circuit ovale, à gauche, à partir du VOR, afin de perdre de l'altitude. Après avoir terminé cette descente, l'avion devait ensuite quitter le VOR en suivant la radiale 247 degrés en sortie, cap au sud-ouest pendant 8 milles nautiques. Après cela, la procédure prévoyait une procédure d'inversion de cap main gauche, effectuant un virage de plus de 180 degrés pour intercepter le localizer et le plan de descente de l'ILS qui guiderait ensuite l'avion vers la piste. Et cela pouvait ensuite être suivi d'un éventuel circuit d'approche à vue, comme je l'ai mentionné précédemment. Je tiens à souligner ici qu'il s'agit d'une approche relativement complexe. La plupart des approches ILS sont plus simples que celle-ci. Mais pour bien comprendre cette procédure, nous devons également examiner les altitudes minimales et les vitesses associées à chaque phase de cette procédure. Vous voyez, en raison des hautes montagnes dans la région, l'altitude minimale au-dessus du VOR Alpha Juliet Oscar a été fixée à 6800 pieds, ce qui signifie que c'était également l'altitude la plus basse à laquelle un avion pouvait descendre dans le circuit d'attente. Après avoir quitté le VOR sur le radial 247, une nouvelle descente était alors autorisée jusqu'à 3300 pieds, suivie d'une descente sans restriction jusqu'au minima après l'accrochage du localizer et du glide slope. Maintenant, je veux revenir un instant au circuit d'attente, car cela va devenir très important pour cette histoire. Vous voyez, ces types de circuits d'attente procéduraux sont conçus de manière à ce que leur altitude minimale offre une marge de sécurité suffisante au-dessus de tout relief dans une zone définie autour du circuit, appelée la zone protégée. La taille de cette zone protégée est basée sur la distance qui serait parcourue par un avion volant à la vitesse maximale autorisée. En supposant des segments d'une minute, plus des marges d'erreur assez généreuses. Je dois préciser que des segments d'une minute pour les circuits d'attente sont pratiquement la norme mondiale à basse altitude. Et normalement, nous mesurons ce temps à l'aide d'un chronomètre standard afin de décider quand il est temps de faire demi-tour à chaque extrémité du circuit, le schéma étant ajusté en fonction du vent. Les circuits d'attente plus modernes sont définis par des distances à partir du VOR, mais ce n'était pas le cas ici. La vitesse maximale indiquée pour ce circuit d'attente était de 210 nœuds, ce qui étendait la zone protégée suffisamment loin pour survoler une montagne de 4500 pieds appelée San Pietro. C'est pourquoi l'altitude minimale de sécurité dans le circuit avait été fixée à 6800 pieds. Mais la représentation du circuit d'attente sur les cartes d'approche Jeppesen utilisées par cet équipage ne montrait en réalité pas la taille complète de la zone protégée. Au lieu de cela, elle montrait un circuit ressemblant à la trajectoire d'un avion volant à seulement 150 nœuds, et ce fait n'était indiqué nulle part sur la carte. Un avion volant à 150 nœuds ne s'approcherait jamais du mont San Pietro, et le relief le plus élevé près du circuit représenté n'atteignait qu'environ 2500 pieds. Il n'aurait donc pas été évident, au premier coup d'œil, de comprendre pourquoi l'altitude minimale dans l'attente était aussi élevée. Le mont San Pietro était presque en dehors de la carte, apparaissant tout juste sur le côté droit. Et cela rendait probablement beaucoup plus difficile de voir à quel point il serait dangereux de descendre en dessous de l'altitude minimale indiquée dans le circuit. Souvenez-vous de cela. Quoi qu'il en soit, de retour à bord du vol JP-1308, les pilotes avaient maintenant commencé à discuter des vitesses qu'ils utiliseraient à chaque phase de l'approche. Mais alors qu'ils étaient en train de le faire, ils ont été interrompus par un membre d'équipage de cabine qui demandait de baisser la température dans la cabine, et aussi par quelques commentaires du fils du copilote, qui était toujours assis dans le cockpit.
Après cela, un long échange avec le contrôleur aérien a eu lieu, au cours duquel ils ont reçu l'autorisation de descendre plus bas jusqu'au niveau de vol 110. Et cette conversation a poussé le commandant de bord à faire quelques commentaires sur le fait qu'il pensait que le contrôleur n'utilisait pas la phraséologie appropriée, ce qui deviendra bientôt tristement ironique. Quoi qu'il en soit, après cela, les pilotes ont repris leur briefing d'approche où ils ont mentionné les routes qu'ils allaient en suivre, l'altitude d'interception de l'ILS, la hauteur de décision, la procédure de remise des gaz ainsi que quelques autres points mineurs. Et pendant ce briefing, le jeune fils du copilote les a de nouveau interrompus à 2 reprises. Une fois pour demander s'ils descendaient déjà et une seconde fois pour montrer une montagne qu'il pensait ressembler au Cervin. Ces interruptions n'étaient pas idéales. Et c'est en fait un très bon exemple de pourquoi il n'est pas judicieux d'autoriser des personnes non opérationnelles dans le poste de pilotage pendant les phases critiques du vol. Mais à l'époque où cela était autorisé, j'ai moi-même emmené pas mal d'amis et de membres de ma famille sur le strapontin dans le poste de pilotage. Et il suffisait en fait d'un simple briefing pour s'assurer qu'il reste silencieux pendant ces phases, et ces temps me manquent un peu, à vrai dire. Quoi qu'il en soit, l'enregistreur de voix du poste de pilotage sur ce vol avait une très mauvaise qualité, donc toutes les parties des briefings n'étaient pas faciles à entendre. Mais 2 choses qui n'ont certainement pas été entendues sont toute discussion concernant l'altitude minimale de 6800 pieds dans l'attente ou la vitesse maximale d'attente de 210 nœuds. Nous ne savons pas exactement pourquoi ces éléments n'ont pas été mentionnés. Peut-être que le beau temps général dans la région a donné à l'équipage un faux sentiment de sécurité. Mais je tiens à profiter de cette occasion pour souligner qu'il est absolument essentiel de faire le briefing et de vérifier ce type de restrictions, surtout lorsqu'on opère dans des zones de relief importants. Dans tous les cas, les pilotes sont ensuite passés à la configuration de leur radio de navigation pour capter l'ILS et à la mise en place de leur radioaltimètre. Après cela, le commandant de bord a signalé au contrôleur aérien qu'il se trouvait maintenant à 28 miles du VOR, au niveau de 11 000 pieds. Pourtant, même après cela, certains autres éléments du briefing d'approche ont été évoqués, comme l'emplacement de la manœuvre finale de demi-tour à 8 miles du VOR, et les horaires de la procédure d'attente qui étaient à nouveau entrecoupés de déclarations inintelligibles et de commentaires du fils du copilote. Tout en maintenant une altitude de 11 000 pieds, le vol JP1308 a ensuite été transféré au contrôleur d'approche d'Ajaccio. Et c'est ici que ce vol, jusque-là plutôt sans incident, a vraiment commencé à prendre une tournure dramatique. À 08h47, le commandant de bord a contacté le contrôleur d'approche d'Ajaccio pour signaler la décision et demander une nouvelle descente. Et cela signifie que nous devons maintenant introduire un nouveau personnage, le contrôleur d'approche, qui jouera un rôle clé dans cette histoire. Le contrôleur avait 24 ans et travaillait à l'aéroport d'Ajaccio depuis juillet 1980. Mais ce jour-là, il n'était qualifié pour le poste de contrôleur d'approche que depuis moins d'1 mois et il n'y avait aucun superviseur de service. La seule autre personne qui l'aidait était un contrôleur adjoint ayant 1 an d'expérience à Ajaccio et sa principale tâche était simplement de répondre au téléphone. C'est donc ce jeune contrôleur inexpérimenté qui a maintenant reçu le compte-rendu de position du vol 1308. Et il a rapidement répondu « Ajaccio approche, bonjour, numéro 1 à l'approche, vous maintenez le niveau de vol 110 jusqu'à ce que vous atteigniez Alpha Juliet Oscar VOR. Ce sera pour une approche à partir du VOR, pression atmosphérique au niveau de la mer 1009, pression atmosphérique au niveau de l'aérodrome 1008, le vent en surface est de 280 degrés pour 20 nœuds. 20 nœuds, la piste 2-1 est en service. Vous signalez votre position au-dessus du VOR Alpha Juliet Oscar, puis en descente au-dessus du VOR Alpha Juliet Oscar. Maintenant, analysons ce que cette transmission disait, car c'était un moment absolument crucial dans cette histoire. La première instruction était évidemment de continuer en vol en palier jusqu'à atteindre le VOR, donc cela ne prêtait pas à confusion. Mais que voulait dire le contrôleur aérien par « ce sera pour une procédure à partir du VOR » ? Eh bien, selon son témoignage ultérieur, le contrôleur aérien avait apparemment l'intention d'autoriser le vol 1308 à effectuer l'approche à partir de ce point. Alors, voyons ce que cela signifiait réellement. Quand, en tant que pilote, j'entends les mots « autorisé pour l'approche », je sais que cela signifie que je peux suivre la procédure décrite sur ma carte d'approche. Depuis le point initial jusqu'à l'endroit où la tour me donne l'autorisation d'atterrir sans avoir à demander d'autres autorisations spécifiques pour descendre. Et il était logique que le contrôleur aérien autorise le vol 1308 à l'approche à ce moment-là, puisqu'ils étaient les premiers à atterrir sans aucun autre trafic à proximité. Mais dans ce cas, le contrôleur aérien n'a pas utilisé les mots « autorisé à l'approche ».
En réalité, ce qu'il a dit, c'est « ce sera pour une procédure depuis le VTOR », ce qui, à mon avis, ne transmet pas du tout le même sens. En fait, si j'entends ces mots, mon interprétation serait celle-ci. Le contrôleur ne pouvait pas encore m'autoriser à l'approche et voulait simplement m'informer que je serais autorisé pour ce type d'approche un peu plus tard. Donc, sans surprise, c'est aussi ainsi que les pilotes du vol 308 ont interprété cette transmission, ce qui signifiait que pour eux, tant que les mots « autorisé à l'approche » n'étaient pas utilisés, ils devraient demander la permission pour toute descente supplémentaire. En conséquence, un malentendu s'est maintenant développé. Le contrôleur pensait que le vol 308 était libre de descendre à sa propre discrétion, mais les pilotes pensaient qu'ils auraient besoin d'autorisation supplémentaire. Et cela m'amène à un point vraiment clé que je veux souligner à propos de tout cet échange. Une communication claire est absolument essentielle pour l'exploitation en toute sécurité de tout aéronef, mais la communication par radio comporte un risque très élevé de mauvaise interprétation. Lorsque nous, en tant qu'êtres humains, interagissons les uns avec les autres, la majorité de la communication est en réalité non verbale, transmise par les expressions faciales, le langage corporel, les gestes, le ton de la voix, etc. Mais lorsqu'un pilote parle à un contrôleur aérien qu'il ne peut pas voir physiquement, et en plus de cela, ils communiquent en anglais alors qu'aucun des deux n'est locuteur natif. Alors, la seule façon de s'assurer que l'autre partie comprend bien l'intention réelle de ce qui est dit, c'est d'utiliser une terminologie très claire et précise, commune à tous les intervenants. C'est pourquoi, dans l'aviation aujourd'hui, nous disposons d'un ensemble très contrôlé de termes et de phrases standardisés, communs à la fois aux pilotes et aux contrôleurs aériens. Ces termes sont définis par l'Organisation de l'aviation civile internationale et sont utilisés partout dans le monde. Mais en 1981, l'Organisation de l'aviation civile internationale n'avait pas encore publié son premier manuel universel de phraséologie. Il n'était donc pas rare que les contrôleurs aériens et les pilotes de différents pays aient des conceptions légèrement différentes de la terminologie acceptable. Et ce que nous allons bientôt voir est l'une des raisons mêmes pour lesquelles ce manuel de phraséologie a finalement été rédigé et pourquoi. Il est donc très important que chaque pilote et chaque contrôleur aérien s'y conforment le plus strictement possible. Le commandant de bord a écouté la transmission quelque peu confuse du contrôleur aérien, puis a répondu avec sa propre interprétation de celle-ci. Reçu, monsieur. Cela signifie que nous maintenons le niveau 110 jusqu'au VOR d'Ajaccio en circuit d'attente. Nous devons descendre pour le moment, maintenir 110. La piste 21 est en service. Le vent vient du 180 à 20 nœuds, pression atmosphérique au niveau de la mer 1009. Ici, il a correctement relu la piste en service, le calage altimétrique et les instructions de rester au niveau de vol 110 jusqu'au VOR. Mais il a aussi mal relu le vent et a ajouté qu'il aurait besoin de descendre dans le circuit d'attente, ce qui semble indiquer qu'il s'attendait à recevoir une autorisation supplémentaire pour le faire. Et cela aurait dû alerter le contrôleur aérien que le vol n'était pas sur le point de commencer l'approche. Mais lors de la relecture, à part la correction du vent, le contrôleur aérien s'est contenté de confirmer la relecture et n'a pas ajouté d'informations supplémentaires concernant d'autres autorisations. Parce que, pour lui, il avait déjà autorisé le vol à l'approche et ils étaient donc libres de descendre conformément aux procédures publiées. Une minute plus tard, à 8h49, le vol 308 a commencé à s'approcher du VOR et le commandant de bord a signalé « Nous venons de passer le VOR d'Ajaccio ». Le niveau est un 1-0 en circuit d'attente et puisque le but du circuit d'attente était de descendre, il s'attendait maintenant à une nouvelle autorisation de descente. Mais à la place, le contrôleur aérien a dit « Reçu un 308, signalé en quittant Alpha Juliette Oscar sur le radial 247 pour l'approche finale ». Il pensait que le vol 308 faisait simplement un compte rendu de position de routine. Alors, il leur a simplement indiqué le prochain point de compte rendu. Rappelez-vous, l'aéroport d'Ajaccio n'avait pas de radar, donc ce compte rendu de position était le seul moyen pour lui de savoir où se trouvait réellement l'avion. Mais ce n'était pas ce que le commandant de bord voulait entendre. Alors il a dit « D'accord, nous sommes juste au-dessus du VOR d'Ajaccio et nous demandons une descente supplémentaire. » Et c'est à ce moment-là qu'un second malentendu encore plus important s'est produit. Le contrôleur ne comprenait pas vraiment pourquoi le vol 308 demandait une descente supplémentaire alors que, selon lui, ils avaient déjà été autorisés pour l'approche. Il a donc probablement commencé à essayer d'imaginer quelle était l'intention de l'équipage de conduite avec cet appel. D'après son expérience, la plupart des vols approchant Ajaccio ne s'embêtaient pas avec le circuit d'attente. Ils descendaient simplement en forte pente sur le radial 247 degrés à l'éloignement du VOR afin d'atteindre l'altitude d'interception de l'ILS sans avoir à faire d'attente.
Mais c'était une procédure locale pour les pilotes familiers avec l'aéroport et non ce qui était indiqué sur les cartes d'approche officielles. Rappelez-vous, c'était la première fois que cet équipage se rendait à Ajaccio, donc il n'avait aucun moyen de connaître cette procédure locale. Mais du point de vue du contrôleur aérien, le vol 1308 avait signalé avoir atteint le VOR. Ensuite, il leur avait demandé de signaler en quittant le VOR sur le radial 247 et le commandant de bord avait immédiatement répondu « Nous sommes juste au-dessus du VOR d'Ajaccio. Demandons une descente supplémentaire. » Tout cela semblait ressembler à la séquence de transmission à laquelle il s'attendrait de la part d'un avion qui sautait l'attente et virait directement sur le radial 247. À ce stade, le vol 1308 avait déjà mentionné à 2 reprises son intention d'entrer dans l'attente. Mais le contrôleur souffrait probablement ici d'un biais d'attente, s'attendant à ce que le vol se comporte comme la plupart des autres vols, et son cerveau a donc commencé à accorder moins d'importance aux éléments qui contredisaient cela. Je tiens à souligner ici qu'il est vraiment dangereux de supposer qu'un avion va suivre une procédure non standard sans une confirmation très explicite de cela. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé ici. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas sûr des intentions de la personne avec qui vous communiquez, il suffit de demander et de confirmer clairement pour éliminer 99% de tous les malentendus, même si cela peut sembler un peu gênant ou maladroit. Quoi qu'il en soit, à la suite de cela, et probablement pour essayer d'aider les pilotes, le contrôleur a alors dit « Un 308, vous êtes autorisé à descendre à 3000 et inaudible. QNH 1009 sur le radial 247 Alpha Juliette Oscar VOR et signalé lorsque vous quittez Alpha Juliette Oscar. » Son intention ici était de se conformer aux demandes de descente supplémentaire du vol 1308 en leur donnant l'altitude minimale pour le segment radial 247 sortant d'Ajaccio. C'était également le segment qu'il leur avait demandé de signaler, mais en raison de la mauvaise qualité de la transmission, il semblait qu'il avait dit 3000 pieds au lieu de 3300 pieds. La raison, ajouta-t-il, de signaler le passage d'Alpha Juliette Oscar était vraisemblablement aussi de permettre à l'équipage de confirmer qu'il quittait effectivement le VOR au lieu de rester en attente. Mais les pilotes du vol 1308 ont plutôt interprété cela comme leur autorisation de descendre dans le circuit d'attente puisque c'était la réponse qu'ils attendaient. Maintenant, le contrôleur aérien a bien utilisé les mots « sur le radial 247 », ce qui, en théorie, devrait signifier que la descente vers 3000 pieds doit s'effectuer sur ce radial. Mais il est probable que l'équipage de conduite ne l'ait pas compris ainsi. Selon le rapport final, il y avait déjà eu des cas précédents en France où des équipages venant de Yougoslavie avaient interprété l'autorisation de descendre sur un segment de route comme un ordre de descendre à l'altitude spécifiée avant d'entrer dans ce segment, ce qui était bien sûr incorrect et entraînait parfois des violations des altitudes minimales. Si tel était le cas ici, alors la formulation du contrôleur n'aurait fait que renforcer l'attente du pilote selon laquelle il était autorisé à descendre à 3000 pieds dans le circuit d'attente avant d'entrer dans le radial 247. Mais te souviens-tu quelle était l'altitude minimale dans le circuit d'attente? Oui, 6800 pieds, un chiffre que les pilotes n'avaient pas revu lors de leur briefing d'approche. De plus, de nombreux pilotes yougoslaves ont ensuite déclaré aux enquêteurs que dans leur pays, les contrôleurs aériens prenaient en compte le relief dans leurs autorisations, même si le guidage radar n'était pas fourni. Mais en France et dans la plupart des autres pays, la séparation avec le relief dans un environnement sans radar relève uniquement de la responsabilité des pilotes. Rappelez-vous aussi comment les cartes GPZ représentaient le circuit d'attente sous la forme d'un petit circuit en forme d'hippodrome, survolant un relief relativement bas, ne dépassant pas 2500 pieds, même si la zone protégée réelle survole une montagne haute de 4500 pieds. Eh bien, tous ces facteurs se sont maintenant réunis pour amener l'équipage de conduite à être immédiatement et totalement convaincu. Non seulement qu'ils avaient reçu l'autorisation de descendre à 3000 pieds dans le circuit d'attente, mais aussi qu'ils seraient totalement sûrs de le faire. En conséquence, le commandant de bord a alors accusé réception en disant « Reçu, nous allons le faire. Nous quittons 11 000 pour 3 000, radial 247 depuis 110. » Et il a ensuite demandé au contrôleur aérien de répéter le calage altimétrique, ce qu'il a également fait. Maintenant, pour le contrôleur aérien, cette transmission donnait vraiment l'impression que le vol 1308 descendait vers 3000 pieds sur le radial 247, exactement comme il le souhaitait. Mais ce que le commandant de bord voulait réellement dire, c'est que nous quittons 11 000 pour 3000 pieds et que nous signalerons le radial 247.
Ceci est un autre excellent exemple montrant à quel point les communications radio doivent être extrêmement précises. Il n'était tout simplement pas clair, d'après ce message, si le radial 247, dans ce cas, faisait référence à la position actuelle ou future de l'avion. Cependant, le copilote a alors fait une remarque à ce sujet et le commandant de bord a peut-être réalisé que sa transmission était un peu ambiguë. Il a donc rappelé et a ajouté « Nous sommes en attente au-dessus d'Ajaccio, nous vous appellerons à l'arrivée sur le radial 247 ». Cela aurait dû assurément amener le contrôleur aérien à réaliser que le vol 1308 entrait en réalité dans le circuit d'attente, parce qu'il n'y a vraiment aucune autre façon d'interpréter cette phrase. Mais comme le contrôleur aérien avait déjà mentalement placé le vol 1308 sur le radial 247, le sens de la transmission simplement n'a pas été compris et il a simplement répondu « reçu ». L'avion est maintenant entré dans le circuit d'attente. Et pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, nous devons également passer brièvement en revue la façon dont les pilotes avaient configuré leur avion pour cette descente. Lorsqu'ils ont finalement reçu l'autorisation de descendre, le pilote a sélectionné le mode vitesse verticale du pilote automatique. Et dans ce mode, le pilote automatique contrôlait l'assiette pour maintenir le taux de descente choisi par l'équipage depuis le panneau de contrôle du pilote automatique. Et dans ce cas, nous savons qu'ils ont sélectionné moins 2200 pieds par minute. Il a été démontré par la suite que ce taux permettrait à l'avion d'arriver à Ajaccio à 3000 pieds, avant de quitter le radial 247. Mais nous ne savons pas si cette sélection était intentionnelle ou simplement une coïncidence. Le rapport final n'indique pas clairement dans quel mode se trouvait l'automanette, ni si l'équipage avait sélectionné une vitesse cible. Mais ce que nous savons, c'est que les moteurs étaient maintenus au ralenti dès le début de la descente. Maintenant, même avec les moteurs au ralenti, puisque l'avion était en configuration propre, sans volet ni aérofrein utilisé, le taux de descente de 2200 pieds par minute impliquait une vitesse assez élevée. En franchissant le VOR, la vitesse était de 285 nœuds, puis elle est brièvement retombée à 224 avant de remonter à 256 nœuds, encore une fois. Légèrement au-dessus de la limite normale de vitesse de 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds, mais bien au-dessus de la limite de vitesse de 210 nœuds pour le circuit d'attente. Encore une fois, les pilotes n'avaient pas révisé lors de leur briefing d'approche. Et pour aggraver les choses, alors qu'ils volaient maintenant en direction opposée, ils ont également rencontré un vent arrière qui a ensuite été estimé à environ 65 nœuds, ce qui a encore augmenté leur vitesse sol. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la zone protégée du circuit d'attente était suffisamment grande pour tenir compte d'une erreur de vitesse assez importante. Mais le vol 1308 repoussait maintenant ses limites à l'extrême car leur vitesse les amenait à effectuer un circuit à la fois plus large et plus long. Les pilotes n'avaient aucune idée qu'à la vitesse à laquelle ils volaient, désormais, ils allaient se retrouver sur la trajectoire qui les ferait survoler le mont San Pietro, qui, souvenez-vous, était cette montagne de 4500 pieds située tout au bord de leur carte. Et ils faisaient cela tout en descendant activement vers 3000 pieds. Cela signifiait qu'à partir de ce moment, il ne restait plus que 2 minutes, pendant lesquelles le pilote avait encore une chance d'éviter la catastrophe. Lorsque le vol 1308 a commencé la phase de départ de la procédure d'attente, le copilote a également commencé à chronométrer 1 minute. Alors que la descente se poursuivait, les pilotes ont ensuite sorti les volets et enclenché les spoilers pour commencer à ralentir l'avion. Et pendant la branche de sortie, quelques conversations inintelligibles ont eu lieu et le fils du copilote a de nouveau posé une question, mais rien n'indiquait que les pilotes se sentaient mal à l'aise face à la situation. Cependant, alors qu'ils poursuivaient leur route vers l'extérieur, ils se sont soudain retrouvés à quitter les magnifiques conditions dégagées le long de la côte pour pénétrer dans une zone de nuages denses qui recouvrait l'intérieur montagneux de la Corse. Peu après cela, ils sont également arrivés à la fin de leur temps imparti pour la branche de sortie et ont donc commencé à virer à gauche pour revenir vers le VOR. Mais quelque chose semblait maintenant commencer à déranger le commandant de bord. À 8h, 52 minutes et 15 secondes, il a passé un appel au contrôleur aérien où il a dit « Nous roulons en direction de l'intérieur, sortant de 6000 ». Ce n'était pas un compte-rendu de position habituel, car normalement, nous n'avons pas besoin d'informer le contrôleur aérien lorsque nous virons en direction de l'intérieur. Donc, pour moi, il semble probable que le commandant de bord ait passé cet appel parce qu'il voulait s'assurer que le contrôleur savait exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient. En France, la terminologie typique utilisée pour faire ce type de compte-rendu de position aurait été « virant vers l'intérieur », alors que le commandant de bord yougoslave avait dit « roulant vers l'intérieur », ce que le contrôleur n'a tout simplement pas vraiment compris. En réponse, il a simplement répondu « reçu, un 308, signalé en virant vers l'intérieur ». Se rendant compte que le contrôleur ne l'avait pas vraiment compris, le commandant de bord a répondu « en virant vers l'intérieur pour Ajaccio ».
Parce qu'en ce moment, nous sommes dans les nuages. Malheureusement, cette déclaration comportait une fois de plus une terminologie imprécise, ce qui n'a fait qu'aggraver la confusion du contrôleur. Vous voyez, lorsque le commandant de bord a dit « virer en direction d'Ajaccio », cela pouvait vouloir dire deux choses, soit le VOR d'Ajaccio Alpha Juliet Oscar, soit l'aéroport d'Ajaccio lui-même. Parce que le contrôleur pensait que le vol avait déjà dépassé le VOR, il croyait maintenant que « virer en direction d'Ajaccio » signifiait que l'avion était en train de s'aligner en finale, afin d'intercepter l'ILS, ce qui avait effectivement du sens pour lui. En conséquence, il n'a pas réalisé que le vol 1308 était en réalité toujours dans le circuit d'attente et qu'il descendait maintenant bien en dessous de l'altitude minimale à cet endroit. Le contrôleur aérien a répondu « Reçu 1308, Charlie Tango signalé en finale, vent de surface 280 degrés 20 nœuds ». Charlie Tango était une autre aide à la navigation située en finale où le contrôleur d'approche transférait normalement l'avion au contrôleur de la tour pour l'autorisation d'atterrissage. À ce moment-là, il est compréhensible que l'équipage de conduite ait trouvé cette instruction plutôt déroutante. Il n'avait même pas signalé avoir quitté la tente, encore moins être entré dans le radial 247. Le Cockpit Voice Recorder a donc enregistré des conversations à ce sujet alors que les pilotes essayaient de déterminer où se trouvait Charlie Tango. Et cela signifiait aussi qu'ils n'ont pas immédiatement répondu au contrôleur aérien. Le vol 1308 poursuivait maintenant un virage à gauche avec un angle d'inclinaison de 25 degrés et il rencontrait maintenant également des turbulences de plus en plus fortes, ce qui provoquait d'importantes fluctuations de la vitesse aérienne et de l'accélération verticale. À présent, la terrible vérité était que ces turbulences étaient très probablement causées par les vents violents passant au-dessus des sommets des montagnes devant eux, cachés par les nuages denses. Vous voyez, lorsqu'on vole près des montagnes, surtout dans des conditions venteuses comme celle-ci, on peut parfois rencontrer de fortes turbulences, ainsi que de puissants courants descendants qui prennent la forme de rotors du côté sous le vent des montagnes. Ces courants descendants peuvent être suffisamment puissants pour pousser un avion volant à basse altitude vers le terrain en contrebas. Et c'est précisément pour cette raison que l'altitude minimale dans le circuit d'attente avait été fixée à 6800 pieds, soit 2300 pieds au-dessus du sommet de la montagne la plus haute. Mais évidemment, le plus grand danger venait toujours du relief lui-même, comme le vol 1308 allait bientôt le découvrir. Juste après que l'équipage ait enfin trouvé Charlie Tango sur leur carte, à 8h53 minutes et 8 secondes, le système d'alerte de proximité du sol s'est soudainement activé, annonçant « terrain, terrain, terrain ». Et presque exactement au même moment, le contrôleur aérien a également appelé le vol et a dit « Ce sera comme vous le souhaitez, circuit main gauche, piste 2-1 ou circuit main droite ». Maintenant, cette soudaine explosion de bruit, alors que cette transmission se superposait à l'alerte du système d'alerte de proximité du sol, aurait été extrêmement surprenante et désorientante pour l'équipage de conduite. Et il leur a maintenant fallu plusieurs secondes pour comprendre ce qui se passait réellement. Il devait y avoir tellement de choses qui leur traversaient l'esprit à ce moment-là, alors qu'ils essayaient maintenant d'analyser ces multiples informations orales et de comprendre pourquoi l'alarme de proximité du sol se déclenchait soudainement. Avaient-ils commis une erreur? Et si oui, laquelle? Après encore quelques secondes de cette confusion, l'alerte du GPWS est passée à « remonter, remonter ». Et maintenant, le copilote a enfin commencé à augmenter lentement la poussée et à relever le nez. Il l'a fait comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qui se passait, mais voulait tout de même suivre l'alerte confuse du GPWS au cas où. Mais l'enregistreur de données de vol a montré que, même s'il cabrait maintenant, l'avion continuait en réalité à descendre à peu près au même rythme qu'auparavant, ce qui signifiait qu'il se rapprochait de plus en plus du sol. C'était parce que le vol 1308 se trouvait maintenant directement dans l'ombre de la montagne et était donc affecté par un fort courant descendant avec une vitesse verticale pouvant atteindre 2300 pieds par minute. Pour échapper à ce courant descendant et amorcer une montée, les pilotes devaient cabrer l'avion de façon agressive et appliquer la puissance maximale, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors que le GPWS continuait de retentir, le commandant de bord constata qu'ils étaient toujours en descente. Il demanda donc la puissance, et ensuite poussait les manettes de poussée à fond vers l'avant. Mais il était déjà trop tard. À 8h53 minutes et 21 secondes. Le MD-81 est entré en collision avec le mont San Pietro alors qu'il était encore en inclinaison à gauche, ce qui a provoqué l'impact de l'extrémité de l'aile gauche contre plusieurs rochers dépassant de la crête du sommet. L'impact a été si puissant qu'il a retourné un rocher de 8 mètres cubes, et cet impact a sectionné la moitié de l'aile gauche, rendant l'avion totalement incontrôlable.
Pendant encore 7 secondes, l'avion a ensuite continué à survoler le sommet de la montagne tout en roulant rapidement vers la gauche jusqu'à ce qu'il finisse par percuter de plein fouet avec un affleurement rocheux situé à environ 700 mètres en contrebas du sommet. Cet impact final détruisit complètement l'appareil, dispersant les débris sur une zone d'un demi-kilomètre carré. Et, tragiquement, les 180 personnes à bord ont toutes perdu la vie sur le coup. Dans la tour, au moment précis de l'accident, le contrôleur aérien a entendu un étrange sifflement à la radio. Mais lorsqu'il a essayé de rappeler, le vol 1308 n'a tout simplement pas répondu. Une mission de recherche et de sauvetage a été rapidement lancée et environ 5 heures après l'accident, l'épave a été retrouvée dans un ravin escarpé sur le flanc du mont San Pietro. Le site du crash était tellement difficile d'accès qu'une grande partie de l'épave est en fait restée sur place pendant plus de 25 ans. Et les enquêteurs ont eu beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit qu'ils pouvaient utiliser. Mais avec l'aide des boîtes noires, qui ont heureusement été retrouvées, l'enquête française a déterminé que la cause principale de cet accident était la descente du pilote en dessous de l'altitude minimale dans le circuit d'attente, ce qui a conduit à la collision avec le terrain. Les enquêteurs de Yougoslavie ont estimé que cela était bien trop réducteur. Dans une annexe au rapport final, les Yougoslaves ont écrit cela. Une cause supplémentaire de l'accident était le malentendu entre les pilotes et le contrôleur aérien qui a amené les pilotes à croire qu'une descente à 3000 pieds était sûre. Ce malentendu a été causé par l'utilisation de terminologie non standard des deux côtés, et je suis en fait d'accord pour dire que cela était probablement la véritable cause profonde de l'accident. L'enquête a également sollicité l'avis d'un large éventail de groupes d'intérêt pour savoir ce qu'ils pensaient être la cause de l'accident et ce qu'ils estimaient devoir être fait à ce sujet. La plupart de ces groupes ont souligné un problème évident. Pourquoi exactement le circuit d'attente était-il situé au-dessus des montagnes et non au-dessus de la mer parfaitement plate à côté? Le consensus sur ce point était si large que la procédure a effectivement été modifiée. Et aujourd'hui, l'approche pour Ajaccio est bien plus simple, avec un circuit d'attente situé loin du relief. L'accident a également conduit à l'installation enfin d'un radar à l'aéroport d'Ajaccio. Mais avec plus de 40 ans de recul, il est vraiment évident qu'un certain nombre d'autres procédures que nous utilisons aujourd'hui auraient pu empêcher cet accident de se produire. Avec une terminologie correctement standardisée, il est très peu probable que le contrôleur aérien aurait dit autre chose que « autorisé pour l'approche » après le premier contact avec le vol. Et toutes les incompréhensions ultérieures auraient alors été évitées. Mais il y a aussi un autre fait assez déchirant. Vous voyez, aujourd'hui, les pilotes s'entraînent sur simulateur à effectuer ce que nous appelons une manœuvre d'évitement du relief. Cela nous inculque que dès que nous entendons une alerte forte du GPWS, nous devons immédiatement et sans hésiter appliquer la poussée maximale, redresser les ailes à l'horizontale, rentrer l'aérofrein et cabrer jusqu'à 20 degrés, puis, autant que nécessaire, y compris jusqu'à l'activation intermittente du vibreur de manche. Si les pilotes du vol 1308 avaient été formés à exécuter cette manœuvre moderne d'évitement du relief, il est fort possible qu'ils auraient pu surmonter le courant descendant de la montagne et cette vidéo n'aurait jamais eu besoin d'être réalisée. Même avec les actions limitées que les pilotes ont réellement entreprises, l'avion a presque franchi le sommet de la montagne, ne heurtant qu'un rocher saillant avec son aile gauche inférieure alors qu'il survolait la crête. Donc, s'ils avaient été seulement quelques pieds plus haut, tout le monde à bord aurait probablement survécu. Des tragédies inutiles comme celle-ci se produisaient bien trop souvent dans les années 70 et 80. Mais c'est aussi grâce à elles que l'aviation est aujourd'hui incroyablement sûre. Maintenant, si vous souhaitez discuter de cet incident, d'un autre ou de tout autre sujet directement avec moi, je vous recommande vivement de rejoindre mon incroyable équipe Patreon en utilisant le lien ci-dessous dans la description ou ici à l'écran. J'organise régulièrement des réunions Zoom avec mes membres Patreon où nous discutons de tout et de rien et c'est généralement vraiment sympa. J'espère donc vous y voir la prochaine fois également. Vous pouvez aussi me soutenir en envoyant un super merci ou en achetant des articles sympas. Tout est vraiment apprécié. Passez une journée absolument fantastique où que vous soyez et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.